Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Moi, c'est Laurence Vallière et vous écoutez QLA. Du coup, Laurence Vallière, aka Hello Vallière sur Instagram, tu es une artiste sculptrice. Tu utilises une technique très particulière dont tu auras le temps de nous parler durant cette entrevue. Tu exposes dans le monde entier en passant par les USA avec Miami, Taïwan avec Taipei, Canada donc Montréal, Hawaï et j'en passe. Tes sculptures et animaux cartonnés sont remplis de messages profonds. Ton art n'est pas qu'esthétique, ils ont une position politique et mettent la lumière sur la scène artistique du Québec et de Montréal. Tu dis dans une de tes entrevues, s'il y a de l'humour, ça rend les œuvres intéressantes et ça leur permet de mieux vieillir. J'ai l'impression que l'humour est vraiment ta porte d'entrée pour pouvoir parler de tout sujet et de toucher toutes les parties de la population. Laurence, qui es-tu? Tout ce que tu viens de dire. Je pense juste à ce que tu viens de dire en dernier. Je pense qu'en donné, à force d'entendre parler de soi, on zone out. Oui, je pense que l'humour, ça fait vraiment partie de mon œuvre. J'essaye, anyway. Ensuite, oui, j'ai exposé un peu partout. C'est sûr que pendant la COVID, ça s'est calmé un peu, mais j'ai encore des galeries. Ça se promène pas mal. Là. Je travaille beaucoup à Taïwan. C'est vraiment un endroit des gens vraiment intelligents et intéressants. Du coup, la première question un peu plus détaillante sur ton art, ça a été quoi vraiment ton déclic pour démarrer l'art en fait? Tu sais, je pense qu'on le sent quand on est petit, que c'était ça que je voulais faire. Sans avoir une idée précise, là, sans me dire « Ah, je vais être artiste », c'était quand même ça qui me faisait sentir le plus confortable. C'est là-dedans que j'étais le plus performante. Puis après, ben, les choses se sont tranquillement comme mises en place. J'ai commencé en histoire au cégep, mais quand j'ai vu les ateliers d'art, j'ai comme fait « Ah, c'est sûr que je fais ça. Je m'en vais en art. » Donc déjà petite, en fait, tu avais cette envie d'aller vers l'art, quoi. Ouais, mais c'est comme un appel. Tu sais, quand j'ai vu les ateliers, là, je me suis dit « Ah, ça va être ça. Ça va être ça. » Puis on verra après qu'est-ce qu'on fait avec ça. Du coup, tu travailles avec de la céramique, on peut en voir juste ici. Du coroplaste, du carton et plus récemment de la soudure. La plupart du temps, c'est des matériaux recyclés. Pourquoi c'est important pour toi de travailler justement avec ces matériaux qui sont recyclés? Bien, en fait, ça n'a pas commencé comme ça. Au départ, c'est que je voulais faire quelque chose de très gros et j'avais pas nécessairement l'argent pour investir. Fait que, comme tout bon étudiant, j'ai utilisé les moyens du bord, ce qu'il y avait de disponible. Puis à l'époque, je louais mon atelier de céramique était dans un grand building où il y avait plein d'ateliers. Puis il y avait un espace de recyclage pour tout le building. Fait que du carton, là, il y avait des bins et des bins de carton, là, comme des montagnes. Fait que Ok, ouais, bien sûr. c'était vraiment par nécessité. Le résultat était super plaisant, ça se transporte bien, c'était impressionnant, les gens aimaient ça. Moi aussi, j'ai aimé ça, travailler avec ça, puis j'ai continué. Après le coroplaste, je me suis dit, je veux que ça soit à l'extérieur. Le carton, ça marche pas trop, je vais essayer quelque chose. Finalement, ça fait pas la même chose, le coroplaste. C'est pas aussi plaisant à travailler, ça survit pas non plus à l'extérieur. Pour vrai? Parce que ça reste du plastique, le coroplaste, non? Oui. Je veux dire, quand c'est une pancarte électorale, ça fonctionne. Mais tu remarqueras, les pancartes électorales, ils se font détruire aussi par les gens. Fait que mes sculptures, j'ai beau comme faire un intérieur en bois assez solide, puis recouvrir de coroplaste, puis le coroplaste, il est rifté ensemble. Les gens grimpent dessus. Puis ça brise la... C'est pas fait pour ça, quoi, en fait, à la base. C'est pas fait pour ça. Il n'y a pas manière de faire, là. Faudrait que... Ouais, l'extérieur, c'est un autre monde. Tu sais, les gens veulent beaucoup faire des installations extérieures, mais même temporaires au Québec, c'est pas facile. T'as le vent, t'as la pluie, t'as les gens. À la base, du coup, on en a parlé un peu juste avant, puis t'en as pas encore parlé, mais je sais pas si tu veux en parler, mais tu es céramiste, enfin tu as un diplôme de céramiste. Ouais. Pourquoi être passé de ce médium à un autre? Et il me semble que c'était en 2012, du coup. Ouais. En fait, quand je suis sortie de l'école... Je voulais exposer. En sortant de l'école, j'ai fait mes œuvres. J'étais prête à montrer mon travail. Tu n'as pas nécessairement accès à des galeries quand tu sors de l'école. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'organises, en fait, pour montrer ton travail. Je n'avais pas trouvé de manière de me faire exposer pour la Nuit blanche.
Donc, j'ai décidé d'organiser mon expo pour la Nuit Blanche. J'avais loué l'espace pour la nuit. Bon, j'avais invité des amis. On a fait une expo là, mais c'était pas vraiment la place pour mes petites œuvres de céramique. C'est un gros squat avec des... le plafond il était de 20 pieds de haut. C'est immense, il fait froid, tout est en béton, tout est tagué. C'était vraiment du graffiti puis tout. Puis je trouvais que mes petits singes en céramique, là, c'était pas... Ça sortait pas du lot. On le verrait pas. Voilà, c'est ça. Ça allait faire vite dans mon dit mon affaire. Puis tout le monde faisait évidemment de la peinture, tu sais. J'étais la seule avec ma sculpture. Fait que j'étais comme, non, faut que je mette une grosse crise d'affaires dans le milieu. Là. C'est ça. Donc à côté des gros tableaux, toi, t'avais tes petites choses en céramique. J'avais mes petits trucs sculptures en céramique. Puis du coup, c'est ça qui t'a... Je trouvais que c'était pas impressionnant. Hein. C'est pour ça, du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé du carton, en fait. Moi, j'étais prête à, d'aller sur Kijiji puis me trouver un bateau pas cher, là, ou un bateau qui coule. Mais tu sais, si t'es prêt à le réparer, il vend 200$ pour s'en débarrasser, j'étais comme, je vais crisser un bateau là-dedans, je vais le peinturer. Tu sais, j'étais prête à tout. J'étais comme, peut-être que je pourrais aller chercher des divans au Goodwill, genre, puis les stacker, puis tout peinturer ça. Mais puis là, j'ai une de mes amies qui me dit, pourquoi tu n'utilises pas du carton? Puis... C'est ça qu'on a fait. Une méchante bonne décision de tes amis. Yo, j'y dois tout à elle. Tu travailles avec un matériau qu'on a l'habitude de jeter aux ordures, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, le carton. Ouais. Est-ce que c'est par praticité ou tu es tombé en amour avec ce matériau? Ah, je tombe en amour après. Aussi? Ouais. Donc à la base, c'était par praticité. Ouais. Mais finalement... Ah, finalement, c'est parfait, là. La céramique, c'était mon amour de base, mais le processus est extrêmement long. C'est un magnifique matériau, mais c'est demandant. Tandis que le carton, je me retrouvais dans un monde où c'est tout de suite prêt. Ouais. Dès que je finis, c'est fini. Puis si j'aime pas ça, je le coupe. J'ai pas besoin de recommencer au complet, tu sais. Puis ça m'est arrivé plein de fois de parce que dès que c'est cassé, la céramique, c'est cassé, quoi. C'est cassé, ouais. Ouais, tu peux le recoller, mais c'est pas évident, tu sais. Puis... C'est juste demandant. Hein? Une question un peu énervante, mais on est obligé d'y passer. Enfin, énervante. J'ai quel âge? Non. Pardon? Tu vas me demander mon âge? Non. Ça fait plus d'1 an qu'on est en pandémie. Comment toi, tu le vis au niveau personnel puis au niveau professionnel? Est-ce que ça a été un boost? Est-ce que ça a été plutôt un frein? Au début, ça m'a fait vraiment du bien. Là. Le mois avant qu'on tombe en arrêt, là, en 1 semaine, j'avais fait justement l'œuvre pour le cartel, tu sais. Puis j'avais paniqué, je m'étais pas donné assez de temps pour finir. J'avais eu la grippe, d'ailleurs, je pensais que j'avais eu la COVID. Puis j'avais travaillé malade, je pense que j'avais pleuré un peu. Après ça, je partais à Madrid, pour ça, il fallait que je me dépêche à finir. Puis j'ai pas eu le temps non plus de finir là-bas, de faire exactement tout ce que je voulais, tu sais. C'était laquelle au cartel? C'était le gros dinosaure? C'était le gros dinosaure. Ah ouais, oui. Puis à Madrid, c'était le tricératops couché sur le côté avec Mickey Mouse, puis il était censé y avoir un Donald Duck Puis j'ai pas eu le temps, puis là, je paniquais. Puis quand on est revenu, puis que là, on a tout dû arrêter, c'était le lockdown, ça m'a fait du bien. Puis là, je me suis dit, bon... c'est pas normal. Tu sais, je prenais ça un peu trop sérieux. Je travaillais trop fort. Trop de pression. Ouais. Puis, tu sais, c'est moi qui fais mon horaire. Il n'y a pas de raison, à part de dire oui. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de me calmer puis travailler à l'atelier. Les œuvres aussi, je trouve qu'ils se sont améliorées. Du coup, finalement, la pandémie, ça t'a permis de prendre un peu plus de temps pour toi aussi. Ouais, c'est ça, j'allais dire, j'ai perdu mon fil de mes idées. C'est que je faisais des œuvres. Bon, les petites œuvres, je les faisais rapidement, puis elles sont bien, mais quand t'es pas dans tes affaires, dans ton atelier, puis tu prends pas le temps, t'es un peu pressé, ben tu peux pas prendre les chances, t'essayes pas de faire une nouvelle œuvre ou un nouveau design ou un nouveau... Tu sais, t'as comme pas le temps. Puis les œuvres que j'ai faites ici, ben en prenant le temps, elles sont devenues plus léchées, plus finies. Puis ça, c'était quand même une bonne chose. Là. J'étais rendue là, je trouve. OK. Fait que plus de temps pour toi, moins de stress, et puis du coup, des œuvres un peu plus lichées. Ouais, c'est ça. C'est top, du coup. J'ai l'impression qu'il y a un message profond derrière beaucoup de tes œuvres. Je pense particulièrement à celle du chameau qui tire les cathédrales Notre-Dame. Est-ce que c'est primordial pour toi d'avoir un message politique derrière toutes tes œuvres ou pas vraiment? Ben, c'est primordial, mais j'y arrive pas tout le temps. Des fois, c'est pas... Il y en a qui sont plus intelligentes que d'autres.
L'approche politique derrière Goliath, c'est quoi? Voilà, c'est Ouais, ce que ça, j'ai. voilà. Oui, c'est ça, j'y arrive pas tout le temps. Je t'avoue, là, il y a vraiment des œuvres, tu sais, les meilleures œuvres, c'est celles qui ont un message profond. Puis pas juste ça, que tu as réussi à bien le transformer en image. Tu sais, c'est pas juste bam dans ta face ou un peu trop simpliste ou un peu, tu sais. Mais il y a des œuvres qui sont un petit peu moins smart, puis sont comme, mettons, puis... Mais elles en valent la peine aussi. Tu sais, l'idée, en fait, tout ce qui est cartoons en ce moment, là, que je fais, c'est utiliser des inspirations d'objets de consommation, de brand, puis les juxtaposer avec un personnage animé qui est un peu dirigé vers les enfants. Mais ce qui est aussi très nostalgique, comme Mickey Mouse. Il y a plus d'adultes qui aiment Mickey Mouse que d'enfants, finalement, aujourd'hui. Mais c'est comment on utilise les couleurs, les formes, puis la nostalgie pour vendre toutes sortes de produits. On parle de Banksy et Jeff Koons, qui sont deux artistes qui t'ont inspiré par leur message politique satirique, tout en délivrant leur message de façon humoristique. Leurs œuvres se prêtent plus du coup au street art. Comment, pardon, toi, avec ton médium, t'arrives à pallier justement au problème des intempéries avec une matière aussi éphémère que le carton? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Ouais, j'y arrive pas. Ok, donc juste, c'est pas possible. Non, c'est vraiment impossible. On peut les sortir puis les rentrer dedans, là. C'est pas mal ça. À l'intérieur, tu vois, j'ai des œuvres en Floride depuis longtemps, puis... Ça va pas? Ouais. Mais... Tu sais, la colle décolle pas. Le carton peut prendre de l'humidité, gondoler un peu, peut revenir normal après. Tu peux échapper ton café, puis ça devrait être correct. À part que ça l'atteint un peu, là. Ça se défait pas, là. Mais rester dehors, c'est impossible. En même temps, une toile aussi, un peintre, il va pas mettre ses toiles dehors non plus, quoi. Ben, c'est ça. Les gens ils disent, mais là, si elle peut pas avoir de l'eau, ouais, mais t'achètes une toile, puis échappe-la pas dans le bain, là. Ben non. Ça va pas marcher, là. On va pas frotter à guenille non plus. Non, on va pas frotter à guenille, puis t'as même pas devant Faut la mettre une bassine fenêtre. dessus. Tu sais, toutes les œuvres de Van Gogh, et toutes les œuvres, en fait, que tu vois au musée, ils ont toutes étendu, là. Comme même s'ils ont été bien entretenus, il y en a qui sont tellement vieilles, ils ont toutes craqué. Le rouge est pas aussi vif, puis le jaune. Il faut être OK avec ça. Puis t'es OK avec ça, j'imagine. Ben oui, ben, De toute façon, t'as pas le choix. c'est ça. It is what it is. Du coup, la question, c'est qui, quoi, tes sources d'inspiration à toi? Il y a Jean-Pierre Larocque, qui est un excellent artiste, qui, je trouve qu'il réussit à créer un lien entre ses œuvres, c'est un céramiste, là, entre ses œuvres de céramique, qui sont immenses d'ailleurs, et son travail en 2 dimensions, son dessin, ils se parlent vraiment bien ensemble. Fait que ça m'inspire beaucoup, ça me donne des idées. Et est-ce que, par exemple, la ville de Montréal, ça t'inspire? Ou des villes en particulier, ou des... Non. Non, ce qui va m'inspirer, c'est beaucoup ce que je trouve dans la rue. Ouais, dans un sens. Après Noël, là, c'est vraiment le bon moment pour fouiller dans les poubelles, dans le recyclage, puis voir qu'est-ce que les voisins ont eu comme cadeau, là. Puis c'est vraiment inspirant. Les dépanneurs, c'est là que j'allais chercher au départ tous mes cartons, tu sais, Puis ça te fait voir qu'est-ce qui est consommé. C'est bon. Ça m'inspire beaucoup. T'as l'air d'être à fond et à 1000% dans ton métier, dans ton médium. Où est-ce que tu te serais vu si tu faisais pas ça? Une bonne question. Hein. Ben, j'imagine que j'aurais continué à faire de la céramique, là. Mais j'aime bien l'artisanat. J'aurais peut-être fait de l'artisanat. Juste construire des choses, puis... Ouais, comme des trucs plus utilitaires. Mais j'aime beaucoup, en fait, c'est quelque chose que je savais pas là, quand je suis allée en art, mais j'aime beaucoup être travailleur autonome. Fait que ne pas avoir été en art, je pense que j'aurais fini par être travailleur autonome pareil. Je sais pas quoi, ça me dérange pas, honnêtement, je vais vendre des bas. Mais travailler à son compte, c'est vraiment comme la clé du bonheur, là. Je pense aussi. Ouais. Mais du coup, l'artisanat en général, en fait, ça t'aurait plu? Oui, ben c'est ça. Je pense que j'aurais fait de quoi avec mes mains, parce que c'est vraiment ma force de toute façon. Hein. C'est pas les maths, c'est pas l'écriture, c'est pas... Mais disons, mettons de même, là, ça aurait pas été l'art. Serais-tu vu comptable? Non, j'aurais été épouvantable. J'étais allée en histoire. J'aime beaucoup l'histoire, mais je suis pas une très bonne écrivaine. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être de l'enseignement. Je suis pas pire.
Vendre des... Vendre des bas, vendre des bas. Vendre des bas, ouais, à ton compte. C'est un peu dur, ouais. Sur Amazon, là, tu sors pas de chez vous. Là. Fait que tu fais énormément d'animaux différents, mais le singe, il revient en permanence depuis tes débuts, même, dans le carton, puis même en fait en céramique. Est-ce que c'est pour faire un parallèle entre nous et le monde animal, comme une sorte d'image miroir représentant notre bêtise? Oui, les grands singes, c'est des humains pour moi. Ce que j'aimais bien, c'est qu'ils ont tous leur catégorie, leur genre, tu sais, puis je trouvais qu'ils sont terriblement humains, puis on se voit encore mieux à travers eux. Donc, mon premier solo, j'avais fait des mandrills, qui étaient des business boons. Les mandrills, c'est des grands... c'est pas des grands singes, c'est des vieux singes. Et c'est eux qui ont... Ben, c'est comme lui, en fait. C'est pas eux qui ont... Ouais, c'est ça, hein, qui ont... Ok, d'accord. Leurs joues, la couleur de leur nez, c'est leur testostérone, en fait. Donc, les mâles sont plus colorés que les femelles. Les femelles en ont un petit peu, mais les mâles viennent bien, là, à la puberté, là, ils viennent bien fluorescents. Là. Puis les fesses aussi. La face et les fesses. Puis ça, je trouve que c'est... Incroyable. C'est ultra humain dans le sens que quand ils sont en chaleur ou quand ils sont prêts, tu les vois... Quand tu les vois agir un peu, il y a quelques vidéos là, où ils sont dans la nature, là, puis les mâles, ils cherchent les femelles. Les femelles, des fois, ça leur tente un peu, des fois pas. Elles s'envolent. Lui, tu vois qu'il est frustré, là, puis il tape les feuilles, genre. Puis je trouve ça tellement humain comme comportement. C'est juste qu'eux autres, au moins, ils se cachent pas. Eux autres, ils le disent. Donc, les singes, à chaque fois, me rappellent, je les utilise pour représenter quelque chose de très humain. Donc, les mandrilles, je trouve que c'est plus la sexualité. Est-ce que tu voyages pour aller voir les singes? J'ai jamais vu des vrais singes dans la nature, là. Mais j'ai fait un projet au zoo de Philadelphie où j'ai passé 2 semaines à côté des gorilles. J'ai fait un gorille avec les gorilles. Puis on s'habitue de les voir, puis ils s'habituent à toi aussi parce qu'ils te voient. Eux autres, ils voient vraiment comme ils regardent à travers la glace, là, en fait. Là. Puis après, bon, tu sais, les zoos, ils ont mauvaise presse, là, mais je veux juste dire qu'un zoo, c'est pas la... Maintenant, les zoos, c'est rendu des jardins zoologiques, c'est-à-dire que chaque zoo au monde a la responsabilité d'une espèce en voie d'extinction, puis de la reproduire, puis de la garder, tu sais. Où j'étais, là, le zoo de Philadelphie, il s'occupait du lion tamarin, là. Le petit singe qui a l'air d'un petit lion, là. C'est gros comme ça, là, puis ils en ont reproduit assez qui ont comme apparemment sauvé l'espèce qui disparaissait. Puis les zoos font vraiment attention de pas surpeupler leur espace, de pas... C'est comme des gardiens de la faune maintenant, genre? Ben, ouais, c'est plus ce que c'était. C'est sûr que tu vas les voir, c'est un peu comme une prison pour animaux, là, mais la mission, c'est vraiment pas juste de faire de l'entertainment. C'est vraiment... De les protéger, quoi. De protéger. Et reproduire pour perpétuer les espèces, I guess. Exactement. Puis ils se parlent entre eux, puis ils s'échangent les espèces d'animaux. Puis maintenant, on est capable de garder une certaine diversité génétique. En tout cas, c'est fantastique. C'est vraiment un processus, là. Les gens dédient leur vie aux animaux dans les zoos. Il y a souvent des objets humains ou des marques connues qui se retrouvent dans tes œuvres. Enfin, des marques connues, du coup. LV, non, c'est Laurence Vallière, mais on se comprend. Je pense au pistolet, d'ailleurs, que tu avais mis en guise de défense d'éléphant. Mm-hmm. Ce que je comprends de ces représentations, c'est de montrer notre impact sur la faune et même sur les humains en général. Est-ce que déjà j'ai vu juste? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça l'idée. Okay. Pour les cartoons, c'est vraiment l'idée qu'on parlait de consommation avant. Puis pour les animaux, c'est aussi exactement l'impact que les humains ont sur l'écologie puis la faune. Ben, il est là, en fait. Je l'avais pas vu. Il y a un pistolet cassé? Ouais, il a perdu une défense, un handgun. Mais ouais, les fusils, c'était l'idée, c'était un peu de parler de tout l'espace de marché du gun, là, tu sais, de cette espèce de... Les gens aiment tellement leur gun. Puis les défenses en AK-47, c'est pour représenter plus les problèmes d'instabilité politique. Puis c'est ça qui est vraiment dangereux pour les animaux. C'est pas du tout avec ces fusils-là que tu peux abattre un éléphant, en fait. Okay. Ça, c'est toutes des choses que j'ai appris en faisant mes petites recherches sur les armes à feu. T'as fait 2 énormes singes pour le festival Burning Man. Ouais. Je sais plus en quelle... C'était il y a 2 ans? 3 ans? Non, je pense que c'était en 2016. Ma question, c'est est-ce qu'elles ont été brûlées à la fin ou c'était une exposition éphémère et tu les as récupérées? Elles n'ont pas été brûlées à la fin parce que le carton, il est
Ça part trop en petits bouts. Ils voulaient pas nous laisser le brûler. Burning Man, c'est vraiment compliqué, en fait. Si tu veux brûler, il faut que tu aies un spécialiste qui va le faire avec toi. Il faut que tu mettes quelque chose en dessous parce qu'il faut ramasser tous les débris après. Puis ça coûtait comme trop cher. C'est trop d'organisation pour vraiment brûler. Puis de toute façon, le carton serait brûlé en 10 minutes. Fait que ça gâche un peu le plaisir. Là. À Burning Man, quand ils brûlent, mettons les pyramides qui ont brûlé ou quand j'étais là-bas, c'est des heures. Puis là, t'es assis, puis là, tu capotes, puis tu regardes ça brûler. T'sais, le carton, j'ai déjà brûlé de mes œuvres. Là, ça prend 3 minutes, puis c'est gone. Puis là, ça faisait trop de débris. Puis à Burning Man, on n'a pas le droit faut laisser vraiment le moins d'affaires derrière. T'es plutôt Netflix and chill ou no pain, no gain dans la vie en général? No pain, no gain. OK. Mais Netflix en même temps que no pain, no gain, du coup. Netflix pendant que je travaille, sport après le travail. OK, donc no pain, no gain, à fond. Excellent. Tu te vois où dans 5 ans? Je me vois dans un atelier 4 fois plus gros que ça. Avec des Il est déjà chauds. gros, l'atelier, faut qu'on le dise. Oui, il est quand même bien. Ouais, c'est ça. Un atelier très, très grand avec une porte de garage vitrée. C'est là que je me vois. Toujours à Montréal? Ouais. Montréal ou quelque part à Québec, là, au Québec. Peut-être un peu plus de nature, non? Ouais, dans la nature. Plus loin un peu, là, on est prête. J'adore les plantes. Mais moi, je suis prête à avoir un jardin et des poules, là, tu sais. Je suis rendue là. Plus d'inspiration. Lui, il est d'accord. Le mot anthropomorphique qui revient très souvent dans tes descriptions et ton art en général. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il signifie et pourquoi toi tu l'utilises? Oui, bien, quand on parlait des gorilles avant, c'est qu'ils représentent des attitudes humaines. Je leur fais faire des choses humaines. C'est ça que ça veut dire anthropomorphie, c'est quand on projette une qualité humaine sur un animal. Ce qu'on fait constamment, on va se le dire. Là. Je fais ça tout le temps avec mon pauvre chien. Là. Donc, chaque fois que j'utilise un animal, je lui donne un peu une attitude humaine. Puis des fois, c'est pas si clair. C'est plus que de la manière qu'il mange, qu'il est assis, ou des familles d'éléphants que je fais ensemble. Mais je projette toujours une qualité humaine sur eux. Et c'est laquelle la qualité qui revient le plus souvent? Si tu dois en décrire 3, mettons. La paresse. Je fais beaucoup de singes qui textaient. Et l'agressivité. Ça, je veux en faire plus, l'agressivité. Mais le gorille qui hurle... J'avais fait ça quand j'étais vraiment jet lag. Un peu de son parce qu'il pourrait savoir sa base. Ouais. Frappe les feuilles. Très bien. C'est quoi ta propre définition de l'artiste? Mettons, tu sais pas, enfin, t'as pas appris, t'as pas eu de prof, t'as pas eu de machin. Pour toi, c'est quoi un artiste? Comme je viens d'un background très artisanal, je dirais que c'est quelqu'un qui produit de ses mains quelque chose de nouveau. C'est très personnel parce qu'on sait que c'est pas juste ça, un artiste, mais C'est ta définition? On te demandait ta définition. dans mon petit monde, si j'avais pas eu de cours, là, j'aurais probablement cette approche. Très bien, merci beaucoup Laurence. Petit check. Yes. Nickel. Est-ce que tu peux... Non, on va pas... Faites T'as éteint? question.